Bonjour Marlon. Merci beaucoup de prendre un peu de temps pour répondre à notre podcast que tu écoutes. Donc ça, je suis très très contente de le savoir. Pendant ce printemps des sports équestres à Fontainebleau, on va dans cet épisode parler de toi, de ton parcours, mieux comprendre d'où tu viens. Quelle a été ton histoire? Tout le monde nous demande cet épisode avec toi. Tout le monde nous dit Marlon a une histoire incroyable et il faut qu'il vous la raconte. Donc c'est le moment. J'aimerais que tu reviennes d'abord pour commencer Marlon sur ton premier souvenir avec un cheval, là où finalement tout a commencé. Oui, bien sûr. Première chose, c'est merci de m'accueillir ici. Je vais essayer de pas faire tout en français, mais mon français, c'est pas... Tu peux mettre des mots, des phrases en anglais, on trouvera une solution. Merci. Non, je suis très content d'être là. Ma histoire, c'est vraiment chouette parce que c'est une histoire d'une famille équestre qui a fait beaucoup des choses pas traditionnelles, qui essayaient de faire qu'est-ce qu'on pouvait faire pour arriver où on est là maintenant. Mon premier rappel des chevaux, c'était au Maranhão, c'est là que je suis né. Mon grand-père et mon père, ils ont commencé une petite école là, à la police militaire. Ils ont ramené des chevaux du sud du Brésil. C'était des chevaux qui c'était juste des bruits, qui sautaient pas. C'était des chevaux qui c'était juste pour la police, pour faire les sorties à la rue comme ça. Et il m'a ramené un, c'était pas un poney, on appelle en Brésil un petiço. C'est un cheval qui n'a pas vraiment en origine, mais c'est un cheval petit, deux couleurs comme ça, comme en vache, blanc et noir. Et je me rappelle, j'étais très peur, très très peur des chevaux. Ma maman, on a en vidéo ça, j'étais peur d'arriver proche, de monter au cheval. Et mon grand-père était avec les chevals et j'étais, comme c'est dit, croisé comme ça avec ma maman, je ne voulais pas la lâcher. Et à ce moment, il y avait quelqu'un qui est venu monter un peu les poneys pour essayer qui s'était pas, mais tu vois, sans sel, sans rien, juste comme ça dans la prairie. Et après, j'ai monté un petit peu avec, mais quand même peur et je ne voulais pas monter. Là, je pense que j'avais 2-3 ans, j'étais très très jeune. Et à ce moment-là, mon père, il voulait commencer professionnellement avec les chevaux. Donc, il a dit, je vais chercher au Brésil où je peux étudier pour être un professionnel, pour être un instructeur. Au Brésil, c'est spécialement avant, beaucoup de monde qui donne des cours et tout pas. Donc, tu es un cavalier, tu montes et tu vas donner ton cours quoi, après, ensemble. Mais à ce moment-là, mon père a décidé d'aller à Rio, que ça, là-bas, il y avait une école, c'était une école comme l'école de Samur, mais au Brésil. Donc, il étudiait pour un an. Il a fait les eventing. Donc, mon père a monté en complet. Et à ce moment-là, il décidait qu'il voulait arriver dans son dream, c'était de monter avec la veste verte, quoi, la veste du Brésil. Et il est parti faire un an dans les camions avec les enfants. On était 4 déjà. Mon petit frère, il était juste un élevé de 3 mois. Donc moi j'avais vers 5 ans quand on est parti. Je suis né en juin. Donc c'était juste le début de l'année. On a parti 4 enfants, un groom, 2 chevaux, mes parents dans un petit camion, fait les tours. Donc quand on était parti au concours, au Brésil c'est énorme, donc on avait été au nord. Pour arriver au concours c'était très loin, donc mon père essayait de rester un peu au sud, pas vraiment faire aller-retour. Donc beaucoup de fois c'était des amis qui nous accueillis entre les concours. Et quand on est arrivé au concours, normalement au début, on avait demandé 3 box, donc on a resté dans un box avec les grooms, les camions et tout ça, tout le monde était ensemble dans le même concours. Et ma maman qui fait la cuisine au camion et tout, c'était un camion beaucoup plus simple que les camions qu'on habite ici maintenant. Mais c'était chouette, j'ai dit que ça c'est pour moi comme
homme de cheval, ça c'était la partie plus importante parce qu'on a passé toute la journée avec les chevaux. Donc c'était quelque chose, même que j'étais très jeune, 5-6 ans, pour moi c'est là que j'ai commencé à vraiment être proche des chevaux, les animaux, quoi, parce que pour moi à 6 ans, je comprends rien de l'espoir, c'est mon père, je savais qu'on allait tomber ou pas, mais pour le reste, ça ne m'importe les résultats. Donc j'ai appris beaucoup de voir qu'est-ce qu'il fait avec les voyages, donner les foins, jouer avec les chevaux, faire les chevaux marcher après les crosses et tout, les choses comme ça. Donc pour moi c'était un moment que j'étais très proche des chevaux. C'est vraiment là que je pense que j'ai créé la passion pour les chevaux. Et après l'année d'après, 95, mon père était un peu avec les chevaux et à la fin de 95, il avait une offre pour venir travailler à Mexico avec les chevaux. Donc il dit ok, on va là-bas voir un peu comment ça marche. Mais mon grand-parent était en vacances à Fortaleza, qui c'est au nord du Brésil. Et mon père a dit ok, entre les chemins, on va passer une semaine avec tes grands-parents un peu, pour les voir, ça fait longtemps qu'on ne le voit pas. Et après on va laisser les enfants avec les grands-parents et lui et ma maman vont partir à Mexico pour voir les jobs là-bas, comme ça marche et tout. Et à ce moment-là, il a donné une clinique à Fortaleza et ils ont demandé de rester à Fortaleza. Il a dit ok, je vais demander quelque chose que pour moi c'est confortable de rester ici, sinon je vais au Mexique parce que l'opportunité c'est très bonne au Mexique. Les gars disent ok, ça c'est trop, on peut pas, mais il y a une école ici qui c'est une école très forte en Fortaleza, ils ont de l'université et tout. Et c'est une école qui c'est un peu dans le système américain qui a tous les sports. Et eux ils ont un écurie, un petit écurie séparé de l'école, mais donc mon père était là pour voir et pour parler avec les gens. Et l'école c'est une des plus bonnes éducations au Brésil. C'est vraiment très très bon. Ça s'appelle Colégio Christus. Donc mon père, pour lui c'était quelque chose de spécial. Il voulait être un instituteur, quelqu'un qui étude, qui a vraiment une base avec tout ça. Et l'école, ça lui donnait l'idée exactement qu'il voulait vivre, c'est d'être un professeur, pas juste des sports, mais de s'occuper des gens, parce que beaucoup de nos élèves n'ont jamais voulu arriver sur les gros sports, faire ça pour son plaisir, pour son éducation. Et pour lui, c'était quelque chose qu'il vraiment voulait faire. Donc, à la fin, ils ont voulu rester là-bas plus pour l'idée et la façon que les choses pouvaient marcher. Et c'est là que j'ai monté toute ma carrière. Donc, à la fin de 96 jusqu'en 2008, j'étais là-bas. Donc, j'ai fait toute ma carrière à Fortaleza. C'était une grande école. Quand mon père arrivait, il y avait, je pense, 17 personnes qui montaient. On a sorti, il y avait presque 300 élèves, 40-50 chevaux privés, des gens qui viennent monter, qui font des concours. On avait plus que 50 titres nationaux. C'était vraiment construit autour de notre famille aussi. Donc on habitait en place, c'était vraiment comme c'était à nous, c'était à l'école. Et nous avons tous étudié à l'école, fait jusqu'à la fin de l'école là-bas et tout. Donc c'était très important pour nous, les choix comme ça, spécialement pour ma carrière à la fin. Pour commencer, peut-être c'était au nord, c'est pas São Paulo, c'est pas Rio, c'est pas non plus, tu vois, les plus grands centres des peurs, de peur, mais ils ont construit quelque chose de très spécial et ils ont construit un circuit au nord aussi. Tout ça a commencé à grandir ensemble. Moi, je pouvais regarder tout ce qui a passé dans la difficulté, donc c'était pas assez simple pour tout le monde. Pas juste pour moi, il y a beaucoup d'autres cavaliers brésiliens qui ont passé exactement dans le même chemin. Donc ça, c'était très bon pour ma carrière, pour moi-même comme personne, pour voir qu'il y a beaucoup de choses que c'est possible, même dans vraiment la situation que c'est pas la plus simple possible pour toi. J'avais lu dans une interview que, évidemment, tu nous l'as raconté, ton père a eu une influence très importante sur ta carrière. Et tu qualifiais vraiment ton père d'homme de cheval. Pour toi, c'était un homme de cheval. J'aimerais bien que tu nous définisses ce que c'est pour toi un homme de cheval.
Pour moi, je crois que mon père, c'est peut-être plus homme de cheval que moi. Il comprend vraiment de l'expérience et tout ça. Pour moi, homme de cheval, c'est quelqu'un qui comprend le cheval, mais qui aussi qui connaît l'histoire du cheval. Pas juste comme un animal, mais on tous. Tu vois, il y a tellement autour d'un cheval de sport. Il lui connaît beaucoup parce que, spécialement dans la difficulté, comme il a passé, et tu n'as pas d'argent pour pouvoir vraiment des vétos tout le temps, tu n'as pas d'argent, donc tu dois faire les choses, demander les gens, essayer de comprendre, et t'aider, et toi-même, tu vois, moi, elle a fait infirmière vétérinaire, donc elle a aussi la base un petit peu, donc et tout ça. Au Brésil, au nord, là où on habitait aussi, c'était compliqué. On n'avait pas une clinique, par exemple, si un cheval avait un colique. C'était mon père qui s'occupait, ma maman qui s'occupait de ça. C'est difficile de voir un veto qui vient suivant comme ça. Les vétos viennent une fois par mois ou 2 fois, mais ils ne sont pas là tous les temps. Donc, pour ça, je pense qu'il veut beaucoup plus d'expérience, vraiment d'être quelqu'un de chevaux. Et après, avec l'expérience de donner des cours et tout ça, il y avait beaucoup d'élèves, beaucoup de fois qu'il y avait des chevaux qui avaient des problèmes. Parce que si tu as d'argent, tu peux acheter quelque chose qui c'est bien, qui c'est à peu près. C'est pas facile non plus, mais quand même, tu peux acheter quelque chose qui est plus près. Quand tu n'as pas d'argent, tu dois trouver ta solution dans d'autres chemins. Donc, beaucoup de fois, c'est des chevaux qui ont arrêté. Par exemple, mon meilleur cheval, le Brésil, que je me rappelle, c'était le plus important cheval de ma carrière parce que c'était juste les moments que j'ai passé à junior et junior à jeune cavalier. Donc, ce cheval, j'ai monté pour peut-être 6 ans, il était retiré parce qu'il tapait trop, il sautait l'obstacle, il tapait après le saut. Donc, mon père, il connaît bien les gens aimaient bien nous et il savait qu'il mon père a un peu de talent avec les chevaux spéciaux, que moi, je montais bien, ok, j'étais très jeune. Donc, ils ont laissé nous acheter les chevaux, pas cher des deux, mais mon père a trouvé la solution. Il a compris pourquoi que les chevaux faisaient ça. C'était pas juste une chose que les chevaux fait parce qu'il voulait, parce qu'il était comme si un mauvais cheval. Non, il l'a fait parce qu'il se sentait mal. Il y a des choses qui le stressent et tout ça. Donc, on a tous trouvé une solution. Après, ce cheval, il a gagné. Il était le meilleur cheval junior du Brésil. J'ai sauté des Jeux sud-américains avec. Il a gagné mon premier Grand Prix Jove Cavalier au junior, c'était avec lui. Donc, c'est un cheval qui a beaucoup gagné dans ce niveau-là. Mais c'était un cheval qui était appris parce que c'était pas. Donc, tout ça fait, je pense, encore plus homme de cheval parce que tu dois trouver la solution dans des situations compliquées. Donc Marlon, tu passes du Brésil, de cette école jusqu'en 2008 avec une famille très présente, mais quand même, si j'ose dire, un peu les moyens du bord en fait, et les chevaux que vous aviez à ce moment-là. Et puis tu migres en Europe, vous migrez en Europe. Et là, tu commences à te professionnaliser. Tu vas nous parler justement peut-être des grandes étapes qui ont fait qu'aujourd'hui, tu en es là. Tu es arrivé notamment chez Enda Carol. Alors, je ne sais pas si c'est la première étape en Europe. Voilà. Donc, j'aimerais bien que justement, tu reviennes avec nous sur la suite. Ouais. Bon, je vais juste un pas derrière parce que je pense qu'il y a un pas très important dans ma carrière. C'était... bon, au Brésil, on avait beaucoup de chance parce qu'il y avait beaucoup de professionnels qui nous aidaient un peu. Tu vois, j'ai sauté les championnats sud-américains avec un cheval que c'était pas moi, c'était prêté. C'était Rafael Ramos, un professionnel au Brésil, que nous, mon père, nous aidait à faire ça. Tu faisais les 2 talons, mais il n'y a pas de chevaux, on va essayer d'organiser. Donc, chaque fois dans ma carrière, j'avais quelqu'un comme ça c'était très important pour moi. Mais il y avait un moment que je voulais commencer à être professionnel. J'ai dit à mon père, j'avais je pense 15 ans, quelque chose comme ça. J'ai dit, je veux être professionnel et c'est ça que je veux faire. Mon père a dit, oui, mais tu joues bien au foot, va jouer au foot, c'est plus facile. J'ai dit, ok, mais j'aime bien être avec les chevaux, je connais un peu ce que c'est la vie avec les chevaux, c'est ça que je veux faire. Et là, c'était la question. Elle m'a demandé, ok, tu vas être au Brésil, tu vas faire quoi? Tu vas donner des cours comme moi toute la journée?
qu'est-ce que tu veux faire de ta vie avec les chevaux? Je dis, je veux arriver sur les grands sports. Et il a dit, ok, pour faire ça, c'est pas ici, quoi, c'est pas... Donc il a dit, ok, tu veux aller en Europe, tu dois étudier parce que tu dois parler l'anglais, peut-être tu dois parler le français, je ne sais pas bien encore, mais tu dois finir tes études parce que pour arriver à faire un papier au Brésil, en Europe, tu as besoin de tes études. Donc tout ça, c'était très important, déjà le chemin qui a commencé. Et après, il a dit, ok, quand j'avais 18 ans, il a dit, je vais t'envoyer chez Helio Pessoa. C'est les frères de Neko. Et lui, il habitait à Guatemala. Okay. Donc en 2007, juste avant de venir en Europe, au début de l'année, j'étais à Guatemala. Pour moi, c'était la première fois hors de la maison, sans mes parents, sans mon truc que j'ai été habitué. Et c'était une expérience incroyable parce qu'Helio, c'est vraiment quelqu'un d'homme de cheval. Les frères de Neko, il est incroyable. Et j'ai passé là-bas 5-6 mois avec la famille Tejada, qui c'est une famille qui est gros, on a comme s'il dit, l'élevage en Guatemala, toute la famille monte, tout le monde montait déjà de haut niveau. Donc pour moi, c'était une expérience vraiment, vraiment bien. Et après, quand j'ai retourné, j'ai dit à mon père, oui, voilà, je veux bien aller en Europe. Et à ce moment, j'ai parti à São Paulo à la fin de l'année pour faire un peu chez Yuri, là, monter un peu. Et il y a Ludo besoin de quelqu'un pour venir faire un peu les tâches là pour aider un peu avec les chevaux. J'ai venu. Ludo Philippart. Exactement. Ouais. Donc le 1er avril 2008, c'était la première fois que je venais en Europe, chez Ludo et chez la famille Philippart. C'était pour moi une des plus importantes expériences au début ici, parce que chez Ludo, il y avait tous. Il y avait les jeunes chevaux à 4 ans qui étaient juste débutés, à ces chevaux de Grand Prix, les poneys avec les enfants, il y avait tous. Donc dans un écurie, j'avais l'opportunité de tout faire, de tout voir, les commerces, les chevaux de haut niveau, comment Ludo entraîner ses chevaux de haut niveau, comment ce qu'il fait avec ses jeunes chevaux, avec Johan Philippart, son frère. Les enfants qui étaient juste en train de sortir des poneys, ils avaient, je pense, 15 ans, Olivier et Nicolas, avec ses poneys. Donc pour moi, tout ça, c'était une expérience formidable. J'étais là-bas pour presque 2 ans. Après, j'ai parti chez Stéphane Conter, j'ai resté chez Stefex pour 5-6 mois. Mon papier, j'avais un peu de problème pour arriver à La Higley, donc j'ai rentré au Brésil. J'ai dit, je ne vais pas rester ici, pas correct avec mon papier. À ce moment-là, quand j'ai entré au Brésil, j'ai dit, ok, j'ai besoin d'une pause pour voir qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, parce que pour rester en Europe, travailler comme j'ai travaillé, c'était super, j'ai appris beaucoup, mais quand même, je ne vois pas l'espoir de faire le haut niveau. Non, quand j'ai sorti de chez Ludo et que j'étais chez Stefex, j'ai dit, je ne pense pas que je suis bon assez déjà pour commencer. Après, les gens, tu vas avoir l'opportunité ou pas, tu vas de voir les chevaux. Après, pour travailler pour les gens, oui, mais c'est ça que tu veux faire, rester travailler. Mon père, il avait ces choses au Brésil. C'est peut-être une plus belle vie si je viens au Brésil pour travailler avec les chevaux au Brésil, monter avec les chevaux au Brésil, faire les concours, parce que les concours, ça vient de mieux en mieux au Brésil. Et j'ai me douté, quoi. J'ai resté au Brésil pour 4 mois peut-être. Avec mon père à ce moment, mes parents, ma famille habitait à São Paulo. Ils ont un grand, comme se dit, ils ont créé un système d'école pour les enfants très jeunes. Ça, c'est une parenthèse, mais donc ils étaient à São Paulo pour faire encore un club là-bas avec son système. Et j'étais à Rio pour voir mes amis, parce qu'il y avait un concours de 2 semaines à Rio. J'étais là-bas pour voir mes amis. J'ai sauté un peu. Il y avait un ami à moi qui était blessé. Il m'a dit, saute mon cheval, saute mon cheval. J'ai pas monté un cheval pour 3 mois. J'ai pas monté un cheval pour 3 mois. Et là, j'ai monté un peu ces chevaux. Il a sauté un peu. J'ai sauté un peu là les épreuves de 130, 135. J'ai dit, ok, c'est ça que j'aime faire, c'est sauter des épreuves, c'est monter à cheval.
il y a ces moments où Enda m'appelait. Et c'est là qu'a commencé l'histoire avec Enda. C'est ces moments quand j'étais là à Rio, j'ai dit, ok, pour faire les sports au Brésil, comme cavalier, c'est pas ça. Ici, on fait un niveau que c'est pas encore le niveau que j'ai regardé derrière. Ce que je veux, c'est être, sauf dans les vraiment hauts niveaux, avec les très bons pour apprendre. Je vais donner des cours et là, oublier ma carrière sportive. J'ai pensé à ma carrière, ma vie d'instructeur, d'entraîneur. On vit très bien au Brésil. J'aime mon pays. Et donc j'ai dit, ok, quand Enda m'appelait, il avait un super projet. Il était très petit à ce moment. Il a pas juste commencé, mais il avait, même quand j'ai arrivé, il avait 4-5 chevaux parce qu'il avait vendu presque tous. Il toujours avait un piqué entre 8 et 12 chevaux. C'était juste lui et sa copine à ce moment. Donc c'était là qui a commencé, mais j'ai vraiment acheté, c'était l'idée. Je connais Enda un peu avant parce qu'on était dans le même concours 2 étoiles de temps en temps. Il avait toujours de très bons jeunes chevaux, toujours. Et sa idée, c'était toujours ça. Déjà à ce moment-là, on parle de 13 ans en arrière. Et déjà à ce moment-là, il parlait de beaucoup moins de chevaux, beaucoup de qualité, prendre plus de temps avec ses chevaux. Et aujourd'hui, tout le monde sait ça, tout le monde parle de ça, mais à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup. Les marchands étaient vraiment des gros marchands avec beaucoup de chevaux et tu vas te faire tourner beaucoup. Comme chez Paul Schockmühl, etc. Voilà, même chez Stefex, il y avait beaucoup de chevaux aujourd'hui aussi, mais c'est plus. Aujourd'hui, je vais dire que c'est plus séparé un peu, mais tous les grands marchands, Dieter Magul qui m'a fait travailler, c'était vraiment beaucoup de chevaux, 50, 60 chevaux, et tous des chevaux d'amateurs jusqu'à les chevaux de haut niveau. Et Enda, il avait une idée des produits jeunes chevaux de vraiment qualité pour les hauts niveaux. Et donc c'était son idée, vraiment voir les plus bons chevaux des sports. Et j'ai acheté ces idées, quoi. On a descendu quand j'ai commencé avec lui, on a descendu à Sunshine. La première fois, on avait 11 chevaux. C'était 2-4 ans. On avait pris 5 ans. Et on avait 7 ans, 8 ans. Et après, un jument plus vieux, c'était à François Maty, qui a envoyé avec nous au concours. C'était un jument très respectueux. Après, elle a gagné beaucoup, ça s'appelle Aude des Roches. Aude des Roches, c'était un page d'Atrier. C'était le premier jument que j'ai fait un peu plus avec. Donc là, c'était vraiment là. Quand on a commencé, j'avais de la chance de commencer dans un moment dans la vie d'Enda, qui lui, il était juste en train de commencer. Moi aussi, je voulais vraiment fort les sports et les hauts niveaux. Donc je pense que ça ensemble, ça a vraiment poussé tous en avant. Et Enda toujours me motiver pour faire mieux, pour faire les sports, pour m'aider à progresser comme cavalier, comme personne. Jusqu'à aujourd'hui, on a fait beaucoup ensemble. On était allé chez Enda il y a quelques semaines, on est venu chez toi et on a évidemment été rencontrer aussi Enda qui est à quelques kilomètres, le rencontrer. Et c'est vrai qu'il y a une vision, il y a un système, c'est très élaboré, c'est précurseur aussi. Tu as décidé, après être resté quelques années chez Enda Carroll, à Ashford Farm, tu as décidé de t'installer. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as emmené de Ashford jusqu'à chez toi et au moment de t'installer, comment tu as projeté le système? Qu'est-ce que tu as voulu faire? Ouais. Bon, la décision de partir, c'était une décision très difficile parce que moi et Enda, on est très très proches. Et à ce moment, on avait notre première fille, Melissa. Donc c'était un moment qu'on commençait à penser un petit peu dans le business et tout ça parce que jusque-là, j'ai pensé qu'à carrière sportive. J'avais tout ce que j'ai besoin parce qu'Enda a toujours s'occupé de tout derrière. Donc j'ai pensé à que ça. Et au moment qu'on a commencé, l'idée, la ligne, c'était les mêmes. C'était vraiment essayer de voir moins de chevaux de qualité, chevaux qui en aiment monter. Jamais monter un cheval qui ne croit pas. Ça, c'est toujours l'histoire dans la tête d'Enda. C'est sauf changer de cavalier si le cavalier ne croit pas, ou sauf trouver une solution pour ce cheval, mais pas perdre ton temps avec un cheval qui ne te croit pas, parce que sinon, c'est pas bien pour ton cheval, parce que ce cheval ne va pas bouger en avant et c'est pas bien pour nous. Et perdre notre temps, notre stress, ou
tu vois. Et donc ça, on a vraiment choisi de continuer à faire. C'est sûr qu'on a aussi pris des choses qu'on a pris dans les autres côtés, comme j'étais chez Stéphane, chez Ludo, Angelica chez Dietmar Gugler. Donc c'est des choses différentes qu'on a chacun pris dans son chemin. Et on essaie toujours de continuer à progresser. Je parle beaucoup avec Enda, donc pour les business et tout ça, qu'est-ce qui va passer dans quelques années, comment on va conduire notre business, parce qu'il y a beaucoup de choses que ça change, les business ça change vite. Trouver des chevaux, tout ça, les clients, donc il y a beaucoup de choses qu'on pense. Mais pour nous, on est plus, je vais dire, une écurie de production de cheveux pour le commerce à la fin, qui est un écurie de commerce directement, on va dire. Nous, on vend des chevaux, on fait les commerces, c'est sûr, on a besoin de faire ça. C'est ça qu'on aime faire aussi. Par exemple, Angelica, maintenant, on vend ce bon cheval, la Kendrick. Son cheval, elle a fait toute la production depuis 8 ans jusqu'il est au niveau, les premiers 1m60 de ses chevaux. Et il est vendu, et là, il va très bien avec la cavalière. Donc, tout ça, ça nous donne vraiment de plaisir aussi. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de vraiment produire des choses de bien, des chevaux bien éduqués. Comme ça, on peut passer en avant pour les autres cavaliers ou les cavaliers plus jeunes qui peuvent faire bien et qu'on est, comme c'est dit, on est proud, on est fiers de voir nos chevaux, qui sont les chevaux que tout le monde, beaucoup de monde qui monte dessus, dit ton cheval sont bien éduqués, ils ont de la base, et tu vois, c'est des choses qui nous font vraiment plaisir. Nous, on a fait beaucoup d'écuries de haut niveau, on a vu plein d'endroits. Et c'est vrai que c'est une des réflexions que je me suis faite en venant chez toi il y a 2 semaines. Il y a assez peu de chevaux. Ouais. C'est pas plein de chevaux dans tous les sens. Il y a assez peu de chevaux, vous avez l'air de prendre le temps, etc. Et ça, c'était marquant et je retrouve ça dans ce que tu es en train de dire. Justement, tu nous parles d'Angelica, vous vous êtes installée en 2016, si je ne me trompe pas, dans votre propriété. Vous travaillez vraiment en duo, tous les deux. En tout cas, c'est la sensation que nous, on a. Est-ce que tu peux nous dire en quoi est-ce que vous vous aidez mutuellement à évoluer, à progresser? Qu'est-ce que vous vous apportez l'un et l'autre? Et puis, qu'est-ce que c'est aussi de faire du sport en couple et à deux? Oui, c'est quelque chose de spécial. Je pense que maintenant, on voit un peu plus... Comme Yannick et Hendrik qui sont très amis à nous aussi, mais beaucoup de couples. Je pense que même il y a des couples comme Peder et sa femme, qui ne sont pas les deux montés maintenant, mais les deux sont ensemble et tu vois qu'ils travaillent beaucoup ensemble. Je pense que ça te donne beaucoup plus de motivation et de faire. Ils sont beaucoup plus forts. Avoir la chance de sauter les deux dans haut niveau, ça c'est vraiment spécial. Comme à Helsinki, j'avais un mauvais concours et Angelica avait un concours fantastique, elle a gagné le Grand Prix et la Coupe du Monde. Donc pour nous, ça c'était, on a sorti de ce concours-là comme, tu vois, tout le monde était super content, même que j'avais un mauvais concours, mais on pense pas à ça parce que tu vois, donc ça aide beaucoup les balances comme ça. Et après, je pense que moi, Angelica, on est comme personne très différent. Moi, je suis brésilien, je suis, tu vois, plus chaude, plus émotive, tu vois. Elle est plus calme avec tous, donc ça aide beaucoup, spécialement pour moi. Parce que par exemple, si j'ai un mauvais concours, je vais en deep dans l'autre sens pour dire je ne peux pas monter, je suis mauvais, j'ai fait tout mal avec mes chevaux. Elle dit mais c'est pas vrai, c'est pas exactement comme ça, c'est ça, tu vas plus analytique que moi. Et après, si j'ai gagné aussi un peu comme ça, elle a dit oui, c'était bien, mais quand même. Donc c'est toujours un peu dans ce sens. Et moi, comme elle est aussi beaucoup plus analytique, je pense qu'elle est beaucoup plus cautious, comme c'est dit. Elle fait précaution. Pour ses chevaux et pour les épreuves. Donc moi, j'ai toujours la pousse un petit peu plus, je pense, qu'elle croit un petit peu plus qu'elle peut gagner en épreuve et tout ça. Donc c'est un super balance, je pense que c'est quelque chose de spécial. Il y a la maison, plus qu'on a, même qu'on a une façon différente à monter. Elle vient d'une école plus l'allemand. Moi, je pense que je monte un petit peu plus dans les côtés français, on va dire, un peu plus dans les feelings, pas trop dans les... Même un peu plus américain presque, voilà. Avec cet équilibre un peu en avant toujours. Ouais. C'est un peu un mix.
je pense, la façon que je monte, j'essaie de prendre un peu de tous, mais quand même, c'est un peu différent la façon qu'on montre, mais la façon de penser avec les chevaux, c'est la même. Donc, c'est juste, on a l'exercice différent, la façon de monter un petit peu différent, mais à la fin, la manière de penser beaucoup dans les corps de ces chevaux, comment ils travaillent, plus à penser à ça qu'au saut. Donc, ça, parce qu'aujourd'hui, on a l'opportunité de monter des très bons chevaux, des chevaux de beaucoup de qualité. Beaucoup de fois de chevaux qui a beaucoup de sang, les gens aiment envoyer les chevaux comme ça. Donc on pense beaucoup à les chevaux, la part mentale, la part physique. Donc on cherche toujours à ça dans ces coins-là plus qui vraiment les sauts parce que sauter pour notre chevaux c'est quelque chose de naturel pour eux. Donc la façon de penser c'est vraiment dans les mêmes coins. Je pense à tous les cavaliers amateurs et pros qui t'ont entendu dire que quand tu as un mauvais concours, tu rentres en pensant et je me dis en fait on est tous pareils. C'est rassurant. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de... Je voudrais qu'on en vienne à parler de cette équipe de Brésil qui est très forte, qui est aussi très atypique. On avait eu l'occasion de rencontrer Philippe Guerda qui nous avait dit, donc qui a été tour à tour sélectionneur pour la France et ensuite pour le Brésil et qui nous avait dit ce n'est pas du tout la même chose. Travailler avec les Brésiliens et travailler avec les Français, c'est deux mondes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Philippe bien sûr, mais aussi de ces personnes, de ce staff qui vous a accompagné et qui ont influencé ta carrière, vraiment, toutes ces personnes, en plus de Enda, en plus d'Angelica, qui ont eu une influence sur ton équitation et sur ta carrière? Il y a beaucoup de monde. Pour moi, on va commencer avec Jean-Maurice. C'était lui qui m'a donné la première opportunité de commencer à sauter dans les hauts niveaux. Et c'est avec lui, je pense, que j'ai commencé à comprendre comment ça marche pour vraiment préparer un cheval pour un championnat. Parce que lui, il avait l'expérience. Donc moi, je pensais presque des concours à concours un peu, tu vois. On a commencé à faire un peu de Coupe des Nations et cet esprit d'équipe. Brésilien, on est vraiment proche. Ça, c'est un peu brésilien. On peut se battre ici dans l'autre journée, on est en train de manger un barbecue ensemble, tu vois, c'est un peu les Brésiliens comme ça. Donc pour nous être ensemble et être content et tout ça c'est facile, c'est esprit d'équipe. Mais quand même, Jean-Marie, je pense qu'il a fait un super boulot avec ça. J'ai sauté mon premier championnat avec lui aussi, ma première Coupe des Nations à Lisbonne. Après mon premier championnat du monde, c'était avec Léonie 2014 à Cannes, c'était avec lui. Donc pour moi c'était une expérience formidable. Première chose, avec tous les cavaliers que j'ai montés ensemble à ce moment-là, c'était Pedro, Rodrigo, Doda. Après l'année d'après on avait Eduardo, Jorge. Donc peut être à côté des très bons cavaliers avec tellement d'expérience comme Rodrigo, Neko, Jos Kumps. Ça j'ai appris beaucoup avec tout le monde. Parce que pour moi c'était tout nouveau. J'étais comme un petit garçon à Disneyland pour la première fois. Et après, on avait vraiment de la chance de pouvoir voir Philippe dans notre équipe. Parce que Philippe, il a toute l'expérience. Comme vous avez dit, il a fait avec France 12, il a gagné les Jeux Olympiques chez nous, à Rio. Donc Philippe, c'est quelqu'un que j'admire tellement comme personne. Déjà, pas juste comme entraîneur, parce que tu sais, comme je dis, c'est beaucoup de fois, tu as beaucoup d'amis dans les victoires quand les choses vont bien, mais beaucoup de fois quand tu vas pas bien, c'est là que tu vois les gens, tu vois un peu. Et Philippe, il était toujours fantastique. Chaque fois que les choses ne se passent pas bien, comme c'était pour moi les Jeux Panaméricains, c'était pas super. C'était Philippe là, les premières personnes qui disaient, regarde, c'est notre sport, c'est comme ça, c'est les chevaux. Ta jument était super jusque-là, on comprend pas ce que ça passait, on va supporter ensemble. Et si les choses vont bien, c'est lui aussi, un peu comme ma femme peut dire, calme-toi parce que tu es juste un cavalier comme les autres. Tu vas dans un bon moment, dans un temps qui reste calme-toi. Et donc pour moi, Philippe c'est quelqu'un de très important dans ma carrière. Aussi, avec le Brésil, c'est pas facile de gérer tous les cavaliers, je pense. Tu vois,
Chaque cavalier a un peu sa façon de faire. Comme on a dit, tous les Brésiliens, on est vraiment doucement, donc il y a des moments qui ont dit choses quand on est sûr qu'on ne voulait pas le dire. Il y a des moments qui on pense à choses après qu'on réfléchit un peu, c'est pas vraiment comme ça, tu vois. Donc Philippe, je pense que c'est bien parce que lui, il est vraiment direct avec les gens. Il dit ce qu'il pense. Il y a même dans le même moment, s'il pense qu'il n'est pas correct, après il vient et il dit regarde, je suis désolé, je t'ai dit ça, mais peut-être, comme tu avais dit, c'est peut-être ça. Mais tu vois, il est très transparent dans ce sens. Donc pour nous, c'est très important de voir quelqu'un comme ça qui peut te dire directement qu'est-ce qu'il pense. Et toujours, n'importe qui cavalier, il pense en aider cette combinaison. Donc il essaie d'aider ses chevaux et ses cavaliers à arriver dans le plus haut niveau dans les moments corrects. Donc pour les plannings et tout ça, nous aide beaucoup. Donc je pense que j'avais de la chance avec spécialement ces deux, Jean-Maurice et Louis, comme chef d'équipe, ça m'a aidé beaucoup comme personne et comme cavalier. Marlon, jusqu'ici, ton histoire, c'est vraiment une success story, mais qui est faite de haut et de bas. Ouais. Et comme on l'entend, il y a des moments qui sont plus difficiles, on le sait, nous on parle avec énormément de cavaliers et on l'entend, on le comprend. Comment est-ce qu'on fait pour rebondir dans les moments où c'est vraiment difficile, où il y a un an tu perds deux de tes meilleurs chevaux, où tu rates tes jeux panaméricains, ou sans vouloir spoiler, mais ce week-end tu fais pas un excellent concours. Et voilà, et c'est le sport, c'est comme ça, mais et quand on est un Brésilien et qu'on on vit les émotions un peu très fortement, comment est-ce qu'on prend du recul et on arrive à rebondir dans ces moments-là? Bon, c'est toujours dur, hein. Tous les week-ends, la nuit passée, j'ai pas dormi parce que c'était mauvais hier, mais c'est un peu comme ça, c'est les sports, c'est quelque chose que tu dois apprendre. Au début, c'est dur un mois peut-être, ça te prend une semaine, après ça, c'est la nuit. Il y a des choses que c'est plus dur, il y a des choses que c'est moins dur, mais dans les sports, mon père toujours dit, cette sport ici, c'est le plus pareil avec la vie, parce que tu perds beaucoup plus que tu gagnes. Mais le moment que tu gagnes, les sentiments, c'est quelque chose de vraiment spécial, spécialement quand tu gagnes une équipe, quand tu gagnes en groupe. Donc pour moi, le plus important, c'est toujours que j'ai ma famille derrière, que je sais que j'ai à ça tout le temps, mes équipes, parce que j'ai Andrea Magroom travaille avec moi 11 ans, Sacha, mon cavalier, 4 ans, tu vois, mon veto, mon osteo, mon maréchal, ils sont plus de 10 ans avec moi. Donc c'est une équipe qui, je sais, qui sont là pour moi et pour mes chevaux. Là, c'est quelque chose de très important. Et après, c'est toujours, c'est difficile à dire parce que moi, je suis très compétitif et pour moi, les résultats, c'est quelque chose qui m'a fait bien ou mal. Mais c'est toujours penser à les chevaux. Par exemple, Diamond, hier, elle n'a pas bien sauté. Je la sentais pas bien. Donc, c'est pas les résultats qui me fait pire, mais que je la sentis, elle, pas bien. DS dans l'autre sens, ici ce week-end, j'ai fait 2 fois 4 points. Elle pouvait être classée dans les 2 épreuves, mais bon, 4 points, c'est notre sport. Mais je la sentis super. Donc là, je suis content d'aller à la maison avec elle, qu'elle ait un sentiment super, on progresse, on a un bon flow. Mais c'est toujours comme ça, quand tu as un piqué de 8 et 10 chevaux, c'est toujours des ups and downs. Et il y a des concours, Diamond a sauté au Kala, fantastique, sauté à Abu Dhabi, fantastique. Là, voilà, on doit retourner en équipe, en groupe, chercher qu'est-ce que ça passe, qu'est-ce qu'il y a, qu'elle n'est pas dans 100%, c'est juste l'endroit ici, ou il y a quelque chose avec elle. Et voilà. Après, pour moi, c'est toujours travailler qui m'a fait sortir de cette dip. Si je vais mal, je travaille plus. Lundi, c'est les jours que je dois travailler plus. Et ça m'aide. Ça marche pour moi. Chacun est différent. Il y a des gens qui doivent sortir faire la fête. Il y a des gens qui doivent aller faire le surf. J'ai des amis qui aiment bien faire le surf quand les choses ne sont pas bien. Mais pour moi, c'était quelque chose que j'ai vu ça avec mes parents dans ma vie. Donc c'est ça qui s'est imprimé à moi. Donc c'est travailler. Et si c'est pas bien, c'est
aller plus deep, voir qu'est-ce que ça passe avec mes cheveux, travailler plus dur et bien de mieux en mieux, c'est ça. Quand on est venu chez toi, on a rencontré quelqu'un avec qui tu t'entraînes en dressage, qui s'appelle Ian Simons. Ouais. On a enregistré un épisode qui sera sorti certainement entre-temps. Personne assez incroyable, très engagé, très fort aussi. On l'a regardé travailler avec Lara, etc. On a beaucoup parlé avec lui. Et j'ai recroisé avec une de tes interviews où tu dis que tu aimes les chevaux difficiles parce qu'ils te font sortir de ta zone de confort et que les chevaux faciles, on les monte, mais que les chevaux difficiles, on doit essayer de comprendre. Je vais voir si tu réponds la même chose que ce que nous a dit Ian Simons. Quand tu as un cheval que tu montes pour la première fois, comment ça se passe? Quand tu sens que le cheval va être compliqué, c'est quoi le process que tu mets en place pour travailler avec ce cheval et le faire évoluer? Bon, toujours, c'est le plus simple possible pour commencer. Moi, j'ai toujours, comme j'ai dit, j'ai beaucoup de chevaux qui sont chauds. Donc, j'ai dans ma idée de travail que les cheveux doivent être relâchés pour apprendre quelque chose. Donc, si les cheveux ne sont pas relax, rien de toi de demander quelque chose de ces cheveux. Donc, à la fin, c'est toujours ça, c'est travailler vraiment, d'essayer de relâcher ces cheveux, qu'ils sont relax, et après, tu peux commencer à demander des choses. Dans notre système de travail, c'est toujours simple. Quand je donne des cliniques, je rigole beaucoup parce qu'especialement au Brésil, on monte beaucoup dans des clubs, qu'il y a toujours des gens à côté, il y a beaucoup de fois, même moi quand j'ai monté au Brésil, c'était comme ça. Pour que les gens à l'extérieur te voient et que ton cheval est bien et tout ça, tu ne fais pas ça juste pour ton cheval, tu fais ça pour montrer les autres que tu fais bien et ça c'est pas correct avec toi, ton cheval. Donc j'ai rigole que quand tu vas au parcours, tu dois faire 5 choses. C'est tourner à gauche, tourner à droite, avancer, réduire le temps à vitesse. Il y a les droits, mais plus que 90% des chevaux que j'ai montés dans ma vie ne fait pas les 5 choses. Donc les choses basiques, c'est les plus importantes, vraiment travailler les basiques. C'est sûr que pour arriver à faire ça, tu dois travailler des autres choses spéciales, des travail de dressage et tout ça, mais toujours avec ça en tête, avant quelque chose d'autre. Parce que beaucoup de fois, on a des chevaux qui ne partent pas droit, qui ne font pas en transition, et les gens commencent à demander de faire des pirouettes, des travers, tu vois ça. Pour moi, je suis très focus dans les simples, et tourner à notre sport, parce que à la fin, notre sport, c'est pas très dressage, notre sport, c'est saut. On doit sauter les obstacles sans faute. Et la meilleure façon de faire ça, c'est une communication très claire, très simple avec notre cheval. Parce que si on a cette communication, on ne va pas stresser notre cheval devant l'obstacle, il y a plus de l'opportunité de faire attention au saut, sauter cet obstacle sans faute. Parce que s'il doit faire attention à nous, qui est en train de ramener sa tête, de mettre la jambe, le cheval ne fait pas attention au saut, il va faire attention à toi et voilà, c'est 4 points. Alors, à peu près la même question, on avait demandé à Yann, quand il voit un cavalier pour la première fois, ce à quoi il fait attention. Et il avait dit, je fais attention que ce soit pas le cavalier qui dise au cheval, viens là, et que ce soit toujours le cheval qui aille dans la direction du cavalier. Ouais. Donc pour moi, quand j'ai fait beaucoup de cliniques, spécialement au Brésil, pour moi, le plus important, c'est la position de cavalier. Parce que c'est la façon qu'on a pour communiquer avec notre cheval. Donc la position doit être correcte. Chacun a son style, mais la position doit être correcte. Parce que c'est avec ça qu'on peut dire notre cheval. Parce qu'il y a des chevaux, spécialement des chevaux sensibles, comme les chevaux que j'aime bien monter, et que tu bouges 1 centimètre en arrière, ton cheval comprend déjà, il commence à ralentir. Si tu bouges 1 centimètre en avant, il commence à avancer, il avance. Donc c'est ça qu'on doit comprendre, avec notre corps, on aussi donne beaucoup d'informations à notre cheval. Et après, c'est pour ça que je travaille beaucoup dehors aussi, avec mon entraîneur physique, Diego, pour ça aussi, parce que c'est très important. Moi, je ne savais pas quand j'ai commencé avec lui, mais j'étais complètement, comme c'est dit, encrové un peu à droite. Donc j'ai mis plus de pression dans ce coin. Il y avait beaucoup de mes chevaux qui partaient à droite. Et je ne savais pas pourquoi, mais c'était spécialement pour ma position physique. Donc pour moi, c'est très important parce que c'est la manière de communiquer avec mes chevaux. C'est ça qui, pour moi, c'est très très important, c'est que l'information, c'est clair. Beaucoup de fois, on donne 2 informations en même temps. Tu vois beaucoup
qu'un cavalier monte un jeune chevaux qui ne sait pas vraiment faire les choses, et quand il va ralentir, il met la jambe. Mais ce cheval il est tellement vert dans son travail qu'il ne connaît pas ralentir avec la jambe. Mais les cavaliers voulaient faire ça déjà. Pour les chevaux, c'est compliqué. Donc c'est toujours être simple, penser à mon cheval et toujours penser à mon propre équilibre. Et alors, donc tu donnes beaucoup de cliniques. Quand on est venu justement, tu étais en train de donner une clinique. Tu entraînes, puisque nous, on connaît très bien Lara, avec qui on travaille depuis 2 ans maintenant. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes déjà dans un premier temps, transmettre? Ah ouais. 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 Et alors, quelles sont peut-être les premières clés que tu vas donner à un nouvel élève ou, enfin, prenons comme exemple, c'est Lara. Quand elle est arrivée chez toi, quelles ont été les premières choses sur lesquelles tu as prêté de l'attention? La position de Lara, c'est ça que j'ai essayé de la changer un petit peu. Parce que Lara, elle a beaucoup de talent. Ça, je le dis tout le temps. Mais la façon qu'elle a passé l'information à ses chevaux, c'était un peu... Tu vois, c'était pas très clair. Donc, c'est ça que j'ai essayé de passer à elle. Elle était déjà quelqu'un qui sautait à certains hauts niveaux. Et elle aussi, déjà, avait des bons résultats. Donc, c'est quelqu'un que tu ne vas pas trop changer. Mais c'est juste essayer de clarifier la façon de penser. Parce que ça, c'est le plus important. Parce que beaucoup de fois, on a un entraîneur qui nous dit « Viens encore une fois, donnez plus de place. » Mais bon, cette distance n'était pas bien. Oui, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière que la distance n'est pas bien? C'est pas parce que je la regarde pas, parce que je la regarde chaque fois et je sais qu'il va pas arriver pas bien. Mais qu'est-ce que je peux faire différemment? Qu'est-ce que ça passe? Et à la fin, vient encore enfin au cheval. C'est pas à nous. On est beaucoup concentré à nous. Mais ce cheval, son épaule va à droite. Donc, dans le virage à droite, ce cheval va couper le virage à droite parce que son épaule va vers la droite. Et dans ces moments-là, si elle coupe les virages à droite, elle va m'arriver plus près de l'obstacle. Donc, je vais avec la distance près. Quand je viens à gauche, ce cheval fait le même. Il va mettre l'épaule à droite. Donc, mon virage il va me ramener à l'extérieur de mon virage. La distance va être loin de moi. Donc, c'est des choses comme ça que j'ai essayé de passer à les élèves, même à la clinique. Parce que c'est des choses que si moi, un jour, je suis par là, il monte un cheval qu'il ne connaît pas, il va savoir qu'est-ce que ça passe. Tu vas essayer d'expliquer au pourquoi de les choses derrière, qu'après, il peut faire toute seule. Et ça, c'est un peu l'idée avec Lara. Je pense qu'elle comprend très bien, parce qu'aujourd'hui, elle marche le parcours, elle sait faire son warm-up, elle saute les profs, et elle me donne le feedback. Donc, je suis là plus comme quelqu'un pour la aider, qui vraiment la donner des cours. Je suis là pour l'aider, pour la donner les supports qu'elle a besoin, pour arriver où elle peut arriver avec ses chevaux, mais pas pour la contrôler et être en top. C'est ça que j'aime faire, c'est aider les gens à développer son équitation, sa relation avec ses chevaux. Tu veux rebondir là-dessus ou pas? Oui. Lara nous avait dit que c'était très facile finalement de travailler avec toi, que si elle sort de piste et qu'elle a fait 4 points, tu vas pas lui dire ah c'était un peu trop près, c'était un peu à l'extérieur, c'était si, tu vas lui dire écoute, si t'avais pas fait la faute, on n'en parlerait pas. Exact. Et c'est un peu ça finalement, c'est au final d'aller au plus simple. Ouais. Oui, bien sûr. Après, comme on fait beaucoup, c'est aller au résultat. Beaucoup de fois, les 4 points au sans faute, il y a des 4 points que c'est beaucoup mieux faire que les sans faute. Et à la fin, pour moi, mon père toujours dit ça, encore une fois, retenir mon père. Si tu éduques quelqu'un à monter, ça, personne ne peut l'élever. Tu vois? Donc, si j'éduque Lara à monter et elle comprend qu'est-ce qu'elle fait de mal ou de bien, qu'est-ce qu'elle doit faire pour régler ça. Si un jour elle a un cheval qui est un superstar, elle va gagner. Si un jour elle a un cheval qui n'est pas un superstar, elle va peut-être faire des 4 points. Mais c'est pas dit elle va gagner justement quand elle a un cheval superstar. Elle a fait sans faute, derrière sans faute, derrière sans faute, derrière sans faute.
mais c'est parce que elle pense à sa équitation tout le temps maintenant. Et sûr, je ne vais pas dire que c'est à moi, ça c'est parce que c'est pas correct non plus avec son entraîneur avant. C'est à elle, parce que maintenant elle a le temps de mettre ses temps sur les chevaux. Donc on est là et elle monte tous les jours et tout ça. C'est à la. Mais c'est l'idée de garder simple les choses. On a fait bien, on arrivait bien, notre cheval est bien, la condition physique est bien, on a écrit dans les bonnes épreuves. La façon comme j'ai monté mon parcours avec les plannings que j'avais, c'était bien, parfait. C'était pas bien parce que j'ai fait les plannings mauvais, on a choisi les mots. Ok, on va dessus, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est combien c'est la ligne? On va étudier les cases, mais pas pour les 4 points sans faute. Tu vois. Il y a des parcours qui ça passe pas, on a fait 8, 12 et c'est comme ça, c'est notre sport. Je vais changer complètement de sujet, Marlon. Et j'ai 2 questions, mais qui sont un peu liées. Hier, on a interviewé Jeanne Sadran, et on lui a dit, en fait, vous êtes tous les week-ends dans des concours plus beaux les uns que les autres, dans des hôtels 5 étoiles, dans le luxe quand même, de manière générale. Toi, tu viens quand même d'un milieu très modeste, à la base. Et quand on est venu chez toi, c'est quand même très simple. Ouais. C'est bien, c'est très fonctionnel, etc., mais c'est très simple. Et il y a toute ta famille. Ouais. Est-ce que ça, c'était important d'avoir ta famille et tes bases, tes piliers, pour te rappeler aussi d'où tu viens, finalement? Bien sûr, mais je pense que c'est en façon qu'on a été élevé. Je ne sais pas que je vais parler ça correct en français, mais on est dans ce monde, qui c'est un monde de luxueux avec les hôtels chics et tout ça, mais on n'est pas comme ça. Tu comprends ce que je voulais dire? Oui. We are in this world, but we are not this world. Tu comprends? On est là, mais on n'est pas ça. Qu'est-ce qu'on est? On est des gens de chevaux qui aiment bien être avec les chevaux, dans la nature. Ça, c'est ça qu'on aime. Complètement. Y être en famille. Et pour être en famille, tout ça, il y a des choses que c'est fantastique. Et c'est pour ça qu'on fait tous les sacrifices. Mais il y a des choses que parce qu'on est dans un grand groupe, tu ne peux pas faire tout ce qu'il faut faire, quoi, mais que tu veux faire, comme voir un place très chic, mais à la fin, pour nous, comme chez nous là, le plus important c'est pour les chevaux. C'est comme tu as dit, on est très bien là, on a beaucoup de prairies, on a la forêt, on a 3 carrières, on a la piste de galop, on a les chevaux pour sortir beaucoup. Ça pour nous c'est beaucoup plus important que les box, tu avais vu. C'est bien, mais c'est pas chic, quoi. Les chevaux, ils ne comprennent pas. C'est la porte, elle a coûté 50 €, ça a coûté 5 000 €. Donc, pour nous, les chevaux les plus contents, c'est le vendeur, c'est le va voir la forêt, c'est les gens qui travaillent avec lui, c'est des gens bien, c'est des gens qui aiment les chevaux. Pour nous, ça, c'est les plus importants. Ça se ressent en tout cas beaucoup. Nous, quand on est arrivé chez toi, il faisait pas très beau. Les chevaux étaient tous dehors, au paddock, même les chevaux de Grand Prix, enfin peu importe. Ton cavalier, toi t'étais pas là, mais ton cavalier Sacha, il était sur le Spring Garden, sur la piste de galop, loin dehors, dans le champ, en train de travailler. C'était vraiment. Et on sentait que le cavalier avait le temps de marcher, de se promener, que les chevaux étaient dehors. C'était vraiment quelque chose qu'on a ressenti. Merci, je suis content d'écouter, mais moi, je ne suis pas là que les choses ça marche comme on veut. Tout était parfait. C'était là. Marlon, aujourd'hui tu es 38e de la ranking list mondiale actuellement. Tu as de très bonnes chances, on l'espère, d'être dans la sélection de Paris, encore une fois, après Tokyo qui a été ta première expérience olympique. Tu portes la veste verte qui faisait tant rêver ton père à l'époque. Tu es marié et tu as tes enfants sur place, vous avez... ta famille très présente. Nous, quand on est arrivé, c'était fou, ta maman qui faisait à manger pour tout le monde le midi, c'était vraiment très particulier. Est-ce que ça te convient? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu veux encore aller plus loin, plus haut, ou est-ce que tu es déjà bien là où tu es? Non, je suis très bien honnête. Je dis que même dans les plus belles idées de notre vie, on n'arrivait pas à faire ce qu'on a fait, d'être là avec la famille, tous ensemble, dans notre propre endroit, comme ça. Ça, c'est quelque chose de vraiment spécial. Mais
comme cavalier, je veux toujours plus, quoi. Comme au business aussi, je veux notre place, on veut grandir, on veut faire mieux, on veut apprendre plus avec les cheveux. C'est pour ça qu'on prend des cours avec Ian Simons, avec des autres entraîneurs. Ça, c'est l'idée de toujours progresser, d'être mieux. Moi, je ne pense pas que je sais beaucoup, je pense que je dois apprendre beaucoup encore. Je suis beaucoup de fois, je pense que je suis derrière les grands cavaliers, comme Steve, comme Hendrik, comme Peter Fredriksson, cavaliers qui ont suivant des médailles dans les championnats, que je dois apprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver dans ces niveaux. Et voilà, j'essaie d'apprendre, je veux arriver, je veux prendre des médailles dans les Jeux Olympiques, spécialement avec mon pays, avec l'équipe, ça c'est quelque chose de vraiment spécial. Mais voilà, j'ai de la chance de faire ce que je vais faire, que je vais faire jusque-là. Médailles des Jeux panaméricains comme ça, des choses comme ça, c'était quelque chose qui quand j'étais petit, je pensais que c'était pas dans ma vie. Est-ce que tu es en train de dire que l'équipe du Brésil essaie de prendre sa revanche sur la France qui leur a volé leur médaille? J'espère. J'espère. En tout cas, nous, Marlon, on est très heureuse d'avoir passé ce moment avec toi. On te souhaite d'avoir énormément de médailles, de te voir à Paris, parce qu'on sera là et on te soutiendra. Et un bon Grand Prix demain. Et une bonne fin de concours ici au Printemps des Sports équestres. Merci beaucoup, merci de m'accueillir, c'était très sympa.